Nicole personalmente hace años que la conozco. Yo la empecé a conocer cuando era becaria y había leído mucho a Nicole Titión-Guillot, y cuando la conocí, pues esa emoción inicial de conocer a alguien importante al cual has leído durante mucho tiempo. Y actualmente la verdad es que tenemos una relación que creo que es muy fluible y realmente con mucho cariño, cosa que le agradezco y que siempre mis compañeros cuando la invitamos me dicen ¿quieres presentarla tú? Y para mí es un gran placer poder presentar y compartir mesa con ella. Decir, para aquellos que no la conozcáis tanto, que es profesora de didáctica de las ciencias sociales, de geografía e historia. Y suerte que Nicole es una persona muy ordenada. Ayer me informó cómo se llama la institución en la cual trabaja, porque a lo largo de su currículum ha pasado por diferentes instituciones y estas mismas instituciones han ido cambiando de nombre. Por lo tanto, es difícil, suerte que ella la podemos seguir, porque a las instituciones francesas es cada vez más complicado. Actualmente su docencia la lleva a cabo en el recién estrenado ESPE, que es Escuela Superior de Profesorado y Educación, que hasta septiembre era el antiguo IUFM, Instituto Universitario de Formación de Maestros del Nord de Pas-de-Calais de la Universidad d'Artois, que ahora ya no existe. Pero en cambio su investigación sí que la sigue manteniendo como miembro del laboratorio Sigel Théodule de la Université de Lille 3, que de momento sí que se mantiene y mantienen los nombres. Es miembro de diversos comités científicos en diferentes jornadas, congresos y revistas de investigación de referencia en el aula. Había pensado hacer una lista, pero es que necesitaba toda la conferencia, entonces pensé que no era de recibo. Fue miembro y activo y después responsable de la sección de didáctica de las ciencias sociales del ya desaparecido INRP, Instituto Nacional de Investigaciones Pedagógicas, y también profesora del ya desaparecido IUFM en Lyon. Sus líneas de investigación abarcan un amplio espectro, como aquellos que la hemos seguido, siempre dentro de la didáctica de las ciencias sociales. Yo creo que es algo que demuestra su constante inquietud por la docencia, por la innovación y por la investigación, y sobre todo por su gran interés en abrir nuevas perspectivas, asumir nuevos retos, plantear nuevas propuestas, modelos de enseñanza y aprendizaje. Es una persona muy inquieta, que nunca se ha estado quieta, y eso se demuestra en las diferentes líneas que a lo largo de su vida profesional ha desarrollado. Empezando por la última, que es la que está ahora trabajando, está investigando sobre la línea de cuestiones socialmente vivas, o también lo que hemos denominado problemas sociales relevantes o temas controvertidos, y el cambio y la modificación de las representaciones sociales de los jóvenes, y lo ha estado ejemplificando lo que sería la educación para la sostenibilidad. Pero también ha trabajado en temas como la concepción de los jóvenes y la historia, y uno de los ejemplos es aquella investigación tan interesante y tan importante que realizó en el INRP sobre los jóvenes y la historia, sus valores y la conciencia histórica. También ha trabajado temas de identidad, nación, narración histórica, memoria, museos y aprendizaje de la historia, como una de las grandes líneas que desarrolló en los años 90, o también la educación para la ciudadanía a partir de enseñar y aprender historia, geografía, tanto en primaria como en secundaria. También ha trabajado el conocimiento de los jóvenes sobre Europa, tanto como proyecto político como contenido escolar, o también la enseñanza de la historia en un mundo cambiante y mutante. También ha reflexionado alrededor de qué es el saber científico, qué es el saber escolar, qué relaciones y qué interacciones se desarrollan entre ambos. También ha estado reflexionando sobre la relación entre competencias y contenidos y qué papel desarrollan ambos tanto en el currículum, en las programaciones y en la formación de los docentes. Y evidentemente también ha analizado las prácticas escolares y ha planteado los diferentes retos educativos, metodologías y propuestas didácticas. Todo ello desde el aula de primaria y secundaria, en la formación inicial y en la formación docente. Como veis, creo que he dicho absolutamente todos los campos de investigación que hay en la didáctica de las ciencias sociales, y como Pilar Benejam dijo, Nicole ha hecho un trayecto por la didáctica de la geografía, por la didáctica de la historia, y ahora está centrada en la didáctica de las ciencias sociales. Yo creo que esto sería un dibujo de lo que sería a nivel profesional de Nicole. Creo que es un referente importante a nivel internacional, pero yo querría acabar con algo personal. Yo querría decir que Nicole no solo a nivel profesional es un referente, sino creo que también a nivel personal es una persona de gran calidad humana, es una persona comprometida, sensible, implicada sobre todo en todo aquello que hace, y es una gran luchadora en los valores y principios en los que cree. Cree que el mundo puede ser mejor,
que la educación puede conseguirlo y eso se demuestra en este trabajo profesional que siempre, allá donde ha estado luchando porque la formación sea mejor. Era una gran luchadora en Lyon cuando estuvo, una gran luchadora en el IRP, en el antiguo UFN d'Artois y ahora esperemos que continúe en el ESPE, que a pesar que se le cambie el nombre, Nicole sigue ahí luchando. Muchas gracias, Nicole, y ahora es tu momento. Si os parece, antes de que ella empiece, ella hará la conferencia, luego haremos la pausa café, habrá un cambio, habrá las relatorías, luego la ponencia mixta y luego haremos como ayer, todo el debate conjunto para que, tanto con Nicole como con los ponentes, como con la ponencia mixta, podamos establecer un debate que pueda ser mucho más enriquecedor. Muchísimas gracias y Nicole, es tu momento. Gracias. Merci Néos et merci aux organisateurs de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Quoiqu'après la présentation extrêmement flatteuse que vient de faire Néos, je me demande si je vais être à la hauteur. Donc, je suis désolée de faire ma conférence en français, malgré les encouragements et les efforts depuis une dizaine d'années de mes collègues de l'Université autonome de Barcelone et d'autres universités. Je suis arrivée à lire, à comprendre un peu l'espagnol, mais toujours pas à le parler. Je ne désespère pas d'ici 10 ans d'avoir fait quelques progrès en la matière. Je suis heureuse aussi de parler le second jour au matin, parce que ce colloque est tellement intéressant et trouve tellement d'écho entre ce que j'ai entendu hier et ce que je vais dire aujourd'hui, que je crois que si j'avais parlé demain, j'aurais dû refaire une partie de ma conférence. Et je pense que vous allez effectivement entendre un propos qui à la fois est très général, parce que j'ai tenté de revisiter, de reconsidérer 25 ans de recherche, de les reconsidérer en regardant vers l'avenir. Donc forcément, je pourrais donner des exemples, mais si je veux tenir l'ensemble du propos, je dois rester tout de même à une certaine généralité. Mais en même temps, déjà hier, et dans ce qui est annoncé pour cet après-midi ou pour demain, je pense que vous trouverez beaucoup d'éléments de ressemblance, d'éléments de convergence, d'éléments qui résonnent entre ce que je vais présenter aujourd'hui et ce qui est l'objet, d'une façon générale, des communications de ce colloque. Alors, vous avez vu le titre, la recherche sur les problèmes d'enseignement et d'apprentissage des disciplines sociales en contexte scolaire. J'ai beau vouloir me placer à un certain niveau de généralité, je ne peux pas traiter cela en une conférence. Ou alors, c'est une conférence de 4 à 5 heures. Et je ne pense pas que vous aurez la patience. Donc, j'ai choisi, en fait, deux façons de poser ces réflexions. L'une, en disant, en fait, c'est mon point de vue de chercheur. Et d'un chercheur qui a forcément une subjectivité située dans ses valeurs, dans ses recherches. Et c'est bien de ce point de vue-là, et du point de vue d'une expérience qui est effectivement très longue, mais qui est aussi une expérience qui a profité de très nombreux contacts internationaux, ici en Espagne, en Catalogne, pardon, je ne devrais peut-être pas dire en Espagne, mais aussi en Espagne. Voilà. En Suisse, au Canada, en Belgique, en Tunisie, au Maroc, au Brésil, en Argentine, je dois en oublier. Donc, c'est vrai que tout ceci m'amène à des réflexions qui ne sont pas exclusivement franco-françaises, du moins j'espère. Et d'autre part, depuis ma formation à l'Institut national de recherche pédagogique et depuis 2005, mon entrée dans le laboratoire Théodile Sirel, j'ai travaillé à plusieurs reprises avec des collègues d'autres didactiques, de didactique des sciences, de didactique du français, de didactique de l'éducation physique et sportive, de didactique également des arts plastiques, et quelque part, cela aussi a nourri mes réflexions. Donc c'est dans ce cadre très général que je situe mon point de vue, et vous verrez que cela m'amène peut-être à des questions un peu décalées quand même par rapport à ce qui se fait couramment en didactique. Et puis, je vous le disais, et c'est bien l'objet aussi du symposium, prendre appui sur les expériences du passé, oui, mais pour, en fait, essayer d'interroger ce qu'il faut faire pour l'avenir. Ah, comme un problème. Alors, attendez.
on va faire ça autrement. Fin du diaporama. Je vais mettre le PDF, puisque entre tout à l'heure où ça fonctionnait et maintenant, désolée, je ne voudrais pas que Eda Sand, qui m'a aidé à faire un diaporama, s'aperçoive que je ne peux pas m'appuyer dessus. Je profite du temps mort pour remercier Eda d'avoir bien voulu vérifier mon castillan. Alors, affichage, fenêtre. Comment je fais pour l'afficher? Là, j'ai un problème. Ici. Non, c'est pas diaporama. Il faudrait que je ferme ce volet-là. Je crois que c'est celle-là, peut-être. Bon, écoutez, la malédiction du PowerPoint, nous avions à Caen une malédiction du PowerPoint et je constate que je l'ai emporté ici. En fait, avant que vous arriviez, le PowerPoint fonctionnait. Je pense que, voilà, maintenant que vous êtes là... Bon, tant pis. El problema de la pantalla és de la lectura. Perquè li hem posat un PDF no. I no funciona. Alors, no, ara és un PowerPoint. Ça marche. Voilà, là, ça ne marche plus. Bien, j'ai prévu 3 parties. Une première partie que j'ai appelée la didactique à la croisée des chemins, qui, au fond, explore, fait le point sur les ressources, les cadres théoriques et je dirais l'épistémologie de nos didactiques. Une deuxième partie met plus l'accent sur la façon dont les didactiques répondent à des nécessités sociales, à des demandes sociales. Et une troisième partie pose la question de l'extension du domaine des didactiques. Et bien entendu, toujours autour des questions d'apprentissage et d'enseignement, puisque ces questions sont centrales dans les didactiques. Et donc, merveilleux, ça se rétablit. Et donc, de ce point de vue-là, même si je ne le précise pas toujours, vous entendrez bien que mon propos porte sur des recherches sur les didactiques en tant que domaine, question, recherche, didactique pratique, didactique professionnelle, mais surtout didactique de recherche, qui s'intéressent aux enseignements et aux apprentissages. Ça s'est rétabli. Donc, dans un premier temps, je voudrais rappeler, en tout cas c'est le cas dans de nombreux pays, et je ne pense pas que ce soit différent ici, que les didactiques se sont développées dans un contexte de changement scolaire important. Les didactiques se sont développées dans un contexte de massification du secondaire, et je dis bien massification, pas nécessairement démocratisation. Et elles se sont développées dans un moment où il y avait des questions très importantes de choix de contenu, de choix de priorité d'apprentissage, et en même temps de changement identitaire du corps des enseignants, enseignants du primaire par exemple, mais aussi enseignants du secondaire. En particulier, se posait la question d'un choix de priorité entre le regard sur les contenus et le regard sur les apprentissages. Ce que nous avons encore en France dans un débat social biaisé, faussé, mais néanmoins toujours actif, entre ceux qui seraient attachés au contenu, qu'on appellerait chez nous les républicains, et ceux qui seraient attachés aux apprentissages et qu'on appelle chez nous les pédagogues. Ceci avait amené les premiers chercheurs en didactique à s'interroger en partie sur le choix des contenus, mais beaucoup sur le comment enseigner, entendez par là comment faire apprendre, comment favoriser les apprentissages. Et il me semble que ceci, qui était très vif dans le contexte de la fin des années 1980, est de nouveau au premier plan dans les réflexions que nous avons sur nos didactiques, parce que de nouveau,
le système scolaire est en train de changer, de nouveau, les contenus scolaires sont en train de changer, de nouveau, les moyens d'apprentissage et du coup, les interrogations sur les apprentissages sont prioritaires. Ce choix a placé d'entrée de jeu les didactiques dans ce que j'appelle moi un mixte épistémologique, des références mixtes. D'une part, des références qui ont été puisées dans les savoirs professionnels, dans les savoirs d'expérience. Je veux dire par là que les didacticiens, et c'est encore le cas pour beaucoup, ont d'abord été des enseignants avant d'être des chercheurs. Et du coup, ils ont une compréhension intuitive, ils ont une compréhension spontanée de la façon dont l'enseignant agit, de ce pourquoi l'enseignant agit, de l'agir des élèves, du dire des élèves. Et cette compréhension spontanée d'une situation didactique est une ressource. Elle est une ressource, bien entendu, déjà pour interpréter ce qui se passe, mais elle est aussi une ressource quand il s'agit d'inventer des situations pour la classe. Elle est encore une ressource quand il s'agit d'inventer des travaux que l'on veut faire aux élèves qui passeront dans une classe normale et qui néanmoins serviront pour la recherche. En même temps, ces savoirs professionnels et ces savoirs d'expérience peuvent aussi constituer un obstacle. Et ils peuvent constituer un obstacle dans la mesure où ils empêchent de construire la distance nécessaire à la réflexion de recherche, ce que Ginsburg appelle l'estrangement. Et cet estrangement qui est nécessaire à s'interroger, justement à ne pas tomber dans l'illusion d'une transparence, est extrêmement difficile à construire si l'on se réfère au seul savoir professionnel. D'où une deuxième référence, la référence à l'épistémologie et à l'historiographie de l'histoire, de la géographie. Alors, je ne vais pas évidemment développer longuement. Je dis quand même qu'il me semble qu'il y a trois aspects que nous avons puisés dans ces références épistémologiques. Une interrogation sur les langages. Et cette interrogation sur les langages, elle s'est d'abord posée sur la cartographie et sur les langages cartographiques. Et actuellement, elle se pose autour de la lecture, l'écriture, l'argumentation disciplinaire et peut-être encore davantage en histoire, pour le coup. Nous y avons puisé aussi des interrogations sur les modes de pensée et sur les raisonnements. Nous y avons puisé des réflexions sur comment valider les raisonnements des élèves. Et nous y avons puisé aussi, bien entendu, tout ce qui concerne les modalités d'usage des documents par les historiens, par les géographes et, en conséquence, éventuellement pour la classe. C'est donc un rôle extrêmement important qui s'est d'abord porté sur une réflexion sur les contenus à enseigner, pour qu'ils soient au plus proche des disciplines de référence, mais qui s'est porté aussi sur les modalités d'apprentissage ou sur les résultats de l'apprentissage, même si, bien évidemment, on ne peut pas tout à fait confondre ce qui est l'analyse du discours et ce qui est l'analyse du processus d'apprentissage. Et puis, une troisième référence théorique est inégalement présente selon les recherches, et peut-être aussi d'ailleurs selon les contextes nationaux, c'est la référence à la psychologie. Et cette référence à la psychologie qui est présente en France, présente au Brésil aussi, pour autant que je sache, présente en Suisse évidemment, ne l'est pas toujours dans tous les contextes. Et trois domaines de la psychologie nous ont beaucoup servi, nous y avons puisé abondamment. La psychologie sociale, à laquelle nous avons emprunté en particulier les représentations sociales. La psychologie cognitive, avec toute la question des raisonnements et des activités intellectuelles. Et aussi celle du conflit socio-cognitif. Et puis la psychologie du développement qui nous intéresse en particulier lorsqu'il s'agit de réfléchir sur les apprentissages du temps et de l'espace. Ceci dit, ce domaine-là est peut-être à la fois le plus fragile pour nous, puisque nous n'avons en général pas eu de formation en psychologie. Nous en faisons des emprunts, nous en faisons une consommation, si j'ose dire, mais nous ne sommes pas formés en psychologie. Et en même temps, dès qu'on s'intéresse aux apprentissages, c'est évidemment une référence qu'il est extrêmement difficile d'écarter. Ce qui est tout à fait frappant toujours dans ce parcours épistémologique et cette croisée des références que j'explore ici, c'est que, au moins en France, la didactique de l'histoire et de la géographie a emprunté un peu,
mais finalement pas tant que ça aux autres didactiques. Or, en fait, la plupart des didactiques disciplinaires, à quelques années près, se sont développées dans les mêmes années. Il y a une antériorité en France de la didactique des mathématiques, par exemple, et de la didactique du français, mais globalement, quand on commence à regarder les choses à 25-30 ans, ce sont des différences qui sont relativement mineures. Donc on a un certain nombre de didactiques qui se développent ensemble, et chacune de ces didactiques propose des concepts, propose des modèles. Nous avons emprunté le concept de transposition didactique, et ça je crois que la plupart des didactiques l'ont fait. Nous avons emprunté aussi à l'histoire de l'éducation le concept de discipline scolaire, le concept de paradigme pédagogique. Nous avons emprunté aux didactiques, en particulier la didactique des mathématiques, là encore comme la transposition, le contrat didactique. Nous pouvons aussi avoir emprunté aux sciences de l'éducation, à la sociologie de l'éducation en l'occurrence, le genre professionnel. Nous avons emprunté à la didactique des sciences, situation-problème, etc., etc., etc. Donc nous vivons d'emprunts. Nous vivons d'emprunts, et pourtant, je trouve que ces emprunts sont relativement limités. Alors on peut dire que c'est une question de territoire. Pour définir ce qui fait la spécificité de notre didactique, même si nous faisons des emprunts, nous ne pouvons pas passer notre temps à emprunter aux autres. Nous avons besoin de limiter ce qui est notre propre domaine de recherche. Il me semble aussi qu'une autre raison, c'est l'importance de l'épistémologie. À partir du moment où nous nous fondons sur des emprunts à l'épistémologie et à l'historiographie, allez voir du côté des maths, allez voir du côté des sciences, allez voir du côté de la sociologie, ce n'est peut-être pas si facile à concilier avec un ancrage vraiment dans une spécificité de production des connaissances. Et il me semble que, de ce point de vue-là, même s'il y a convergence de problématiques, il y a une interrogation que je retiens, moi, pour les recherches à venir. Au fond, quels apprentissages doivent primer dans nos recherches, comme objet de nos recherches? Les apprentissages qui se rapprochent des compétences des spécialistes, entendez les historiens ou les géographes. Alors évidemment, pour l'éducation civique, c'est un peu plus difficile. Est-ce que ce sont les politologues? Est-ce que ce sont les juristes? Est-ce que ce sont les citoyens qui, dans ce cas-là, ne se situent pas dans un savoir scientifique, mais dans un savoir vernaculaire? Donc, quels apprentissages doivent primer? Ceux qui se rapprochent des compétences des spécialistes, avec les exigences de validation, de vérité, de pertinence critique qui sont associées? Ou bien, est-ce que ce sont les apprentissages qui répondent aux finalités de nos disciplines, c'est-à-dire les apprentissages sociaux qui, par définition, ne sont pas disciplinaires? Le monde n'est pas disciplinaire, pour reprendre la formule de François Odigier. Et ces apprentissages sociaux, c'est leur pertinence culturelle, leur pertinence sociale et leur validité sociale qui les légitime. Donc c'est un tout autre monde de référence. Alors, il me semble que lorsqu'on est justement dans une réflexion sur les convergences de problématiques, par exemple celle que j'ai notée ici, le rôle du langage dans les processus d'apprentissage et le développement d'une communauté discursive scolaire. Quand on est sur l'existence d'une communauté discursive disciplinaire scolaire, on penche du côté de la référence au savoir des spécialistes. Mais quand on est dans le rôle du langage pour apprendre à penser le monde, on est du côté des apprentissages transversaux. Et je dirais volontiers qu'actuellement, toute une série de recherches se situe dans cette tension, je n'ai pas dit cette contradiction, cette tension entre apprentissage disciplinaire et apprentissage transversaux, de façon effectivement à la fois légitimer nos disciplines, mais en même temps permettre aux élèves d'agir dans le monde. Deuxième volet de cette présentation, les investigations répondent aux demandes sociales. Alors, je passe sous silence, ce qui est quand même une question de financement importante, mais je passe sous silence les commandes qui peuvent être faites d'un certain nombre de recherches. Je laisse ça de côté et j'essaye de voir quelles sont les grandes directions dans lesquelles j'ai l'impression que nos recherches répondent effectivement à des demandes sociales. Il me semble que l'une de ces directions, c'est la façon dont l'histoire, surtout l'histoire, la géographie, un peu moins, du moins dans les discours courants, devrait contribuer à forger des identités
et tout spécialement devrait contribuer à forger des identités nationales. Vous comprenez bien que je ne suis pas en train de dire que, à mon avis, l'histoire et la géographie doivent contribuer à. Je suis en train de dire que dans le discours commun, dans la demande sociale, on demande que l'histoire et la géographie contribuent à. Ce n'est pas ici une position qui m'est chère, disons. Et les recherches ici posent, me semble-t-il, 4 questions. D'une part, qu'est-ce que l'on fait de la question des identités plurielles? De ce point de vue-là, j'ai été extrêmement frappée du fait que dans les années 70-80, je remonte à la préhistoire pour certains, dans les années 1970-80, la construction de l'identité nationale par l'histoire était extrêmement critiquée. On était dans un discours de déconstruction du grand récit national, on était dans un discours de mise en accusation de l'histoire scolaire comme forgeant indûment des identités nationales aux dépens des identités régionales, aux dépens des identités sociales autres que l'identité nationale. Et puis ça s'est calmé, si je puis dire. Et puis il y a une résurgence depuis une dizaine d'années des recherches autour de l'identité nationale. Mais cette résurgence ne signifie pas que les chercheurs cherchent à reconstruire de la nation. Elle signifie que les chercheurs renouvellent leurs questions en fonction du contexte de nos sociétés actuelles. Et plus exactement encore, en fonction de la façon dont notre société, nos sociétés, perçoivent des problèmes d'identité. D'où le fait que, eh bien, la question de la pluralité des identités, qui s'est toujours posée, qui s'est posée au XIXe siècle, qui s'est posée au début du XXe siècle, qui n'est pas une nouveauté. Mais cette question de la pluralité des identités, elle est de plus en plus médiatisée, elle est de plus en plus politisée, et du coup, elle devient un objet de réflexion en didactique. Comment enseigner une histoire qui aide à vivre ensemble, comment enseigner une histoire qui aide à construire une identité collective en tenant compte de la pluralité des identités et de la pluralité d'identités et de mémoire potentiellement conflictuelles. Autre question toujours autour de ce rapport à l'identité nationale, que fait-on des femmes? Bonne question. Et moi, j'arrive d'un contexte où pendant très longtemps, les femmes n'existent pas dans l'histoire scolaire. Et où maintenant, elles ont été un peu introduites, mais dans ce que les Américains appellent le Women's Corner. C'est-à-dire, elles ont le petit coin, on va étudier un peu les femmes, et puis pour le reste, ça va, on fait de l'histoire sérieusement. Donc, qu'est-ce qu'on fait des femmes quand on est dans une identité collective? Est-ce qu'on les oublie dans une identité neutre, ce qui est en principe le discours français, ou bien est-ce qu'on introduit effectivement une histoire des genres? Qu'est-ce qu'on fait des passés, des pages sombres du passé? Qu'est-ce qu'on fait des traumatismes du passé? Qu'est-ce qu'on fait de la culpabilité de l'État, des gouvernements, face à un certain nombre de moments, d'événements, de phénomènes? Qu'est-ce qu'on fait de la colonisation? Qu'est-ce qu'on fait de l'esclavage? Qu'est-ce qu'on fait de la traite des Noirs? En France, qu'est-ce qu'on fait de la guerre d'Algérie? Des guerres de décolonisation. Curieusement, la guerre d'Algérie, enfin pas curieusement, ça s'explique bien par la société, mais la guerre d'Indochine ne fait pas problème. Mais la guerre d'Algérie, oui. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui est finalement des atteintes aux droits de l'homme dont se sont rendus coupables les gouvernements à tel ou tel moment? Est-ce qu'on doit l'enseigner? Est-ce qu'on doit le passer sous silence? Et si on doit l'enseigner, comment doit-on l'enseigner? Toujours pour construire du collectif. Parce que c'est aussi ce qui est demandé à l'histoire scolaire. Donc c'est une question qui est une question de recherche très, très importante à l'heure actuelle. Et enfin, quel rôle doit-on donner à l'émotion et à l'empathie? Et en France, cette question n'est pas posée pratiquement. Il y a très peu de collègues qui travaillent sur ces recherches-là. Mais cette question-là, elle touche à la construction des identités. Elle ne touche pas seulement à la compréhension du passé. Elle touche aussi à la façon dont la personne
avec effectivement tout ce qu'elle a comme sensibilité, tout ce qu'elle a comme affectif, peut se construire et peut construire un regard sur le passé. Et de ce point de vue-là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance éventuellement de la psychologie. Et effectivement, il y a certains chercheurs, par exemple comme Carretero, qui réunissent dans des thématiques qui sont des thématiques de ce type, à la fois des psychologues, des historiens, des didacticiens, etc. Deuxième courant que j'aperçois par rapport à ces questions de demande sociale et ces réponses aux demandes sociales, l'histoire et la géographie devraient contribuer à former le citoyen. Et là encore, très souvent, on oublie que la géographie sert à former le citoyen, sert à construire un rapport au territoire, sert à construire un rapport aux acteurs, sert à construire un rapport à l'avenir et à la façon dont le citoyen va s'emparer de ces questions-là. On regarde souvent dans les recherches davantage vers l'histoire. Les recherches ici vont plutôt vers des recherches-actions, avec par exemple le fait de donner plus de rôle aux acteurs, et en particulier donner plus de rôle, non pas aux gouvernants, mais donner plus de rôle aux gouvernés, donner plus de place et donner plus de chair aussi, et d'intention et de pouvoir d'agir, d'agentivité, si vous préférez. On retrouve la question d'agency qu'évoquait hier Linda. Donner vraiment un rôle aux acteurs du passé et pas seulement aux États, pas seulement aux pseudo-personnages, donner un rôle aux acteurs du présent et pas seulement les États, pas seulement les institutions, pas seulement peut-être les entreprises. La deuxième question, c'est une question qu'on a déjà, je crois, abordée hier et qui pour moi est tout à fait centrale. Quelle modalité pédagogique dans l'organisation de la classe, quelle modalité didactique dans la mise en scène du rapport au savoir des élèves doit-on adopter pour favoriser la construction de la citoyenneté? Et comment sortir de cette position d'un certain nombre d'enseignants qui consiste à dire que les élèves ne peuvent pas être, et d'ailleurs ils ne sont pas citoyens à l'école, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de souveraineté. Et donc le mieux, c'est de dire aux élèves ce qu'ils doivent faire. Comment sortir de cela pour aboutir à quelque chose que l'on peut concilier véritablement avec une formation à la citoyenneté, et vous entendez bien pour moi, à la citoyenneté démocratique. Comment intégrer le développement durable comme concept, comme projet, comme question socialement vive, comme question débattue, alors que les savoirs sont incertains et les projets conflictuels politiquement? Comment aussi ne pas limiter pour le coup le développement durable à la géographie, mais l'introduire aussi dans un regard sur le passé, dans un regard sur l'histoire? Comment donner place au futur? Alors en géographie, c'est plus facile, parce qu'on peut avoir une géographie prospective. On peut mettre en discussion effectivement des possibilités de développement pour l'avenir. Mais quelle place donner au futur dans l'enseignement de l'histoire? Alors qu'on sait tous, depuis un certain nombre de recherches, dont certaines récentes ici, que cette place du futur est absolument essentielle pour donner du sens aux apprentissages. Je ne vous dis pas que j'ai la réponse, je vous dis les questions. Et puis, là encore, qu'est-ce qu'on fait de la diversité? Qu'est-ce qu'on fait de la diversité en sachant qu'il s'agit au fond, d'une diversité qui est actuellement souvent, en tout cas en France, à la fois mise en avant, mais pensée comme une menace plus que comme une ressource, et souvent réduite à la seule ethnicisation en guise d'explication du monde. Or, les didactiques ne peuvent à la fois pas laisser de côté cette question, mais ne peuvent pas non plus entrer dans ces illusions qui sont extrêmement dangereuses. Donc, que fait-on de cela lorsqu'on réfléchit sur les enseignements et sur les apprentissages, lorsqu'on construit des projets de recherche? Et comment articule-t-on ça avec ce que Jean-François Thémines, à qui j'emprunte le concept, appelle un rapport disciplinaire au monde? Comment articule-t-on toutes ces questions que je viens de poser avec la façon dont les concepts, les interrogations, les problématiques,
les méthodes, les outils de l'histoire, de la géographie, des sciences politiques, du droit, permettent de dire, d'interpréter, de questionner, d'imaginer du monde dans lequel vivent et vont vivre les élèves. Un dernier domaine spécialement intéressant et un dernier domaine qui correspond à une demande particulièrement vive en ce moment, c'est celui de la formation des enseignants. Quelques points simplement rapidement, puisque ce sera l'objet d'autres conférences, d'autres discussions, d'autres ateliers, donc je le mentionne, je ne développe pas. Et surtout, dans le contexte français actuel, je me sentirais un peu mal pour développer, étant donné que nous sommes à peu près entre la tempête et l'iceberg. Mais questionner le rôle de la didactique dans la formation des enseignants, c'est s'interroger évidemment sur l'utilité sociale de nos didactiques. Et l'une des grosses difficultés actuellement, c'est de préparer les enseignants à un métier qui change et qui changera. Préparer les enseignants à développer des compétences nouvelles et à s'imaginer développer ultérieurement des compétences nouvelles, se confronter aussi à une école en crise, ou que tout le monde dit être en crise. Donc, on a là un contexte qui est un contexte qui n'a plus grand-chose à voir, me semble-t-il, avec la façon dont nous envisagions le rapport recherche en didactique, formation, il y a 10 ans. Et pourtant, c'était déjà pas très calme en France. Or, la question que je pose là, sur comment préparer les enseignants à un avenir qui ne peut en aucun cas être identique au présent, c'est une question qui se pose, à ma connaissance, à peu près partout, parce qu'à peu près partout, la formation des enseignants et l'école sont en train de changer. Et évidemment, cela interroge la contribution des didactiques aux évolutions du métier de nos didactiques, aux évolutions du métier d'enseignant, au-delà de la maîtrise d'une certaine culture disciplinaire. Cela signifie des recherches empiriques, cela signifie aussi une réflexion sur toutes les négociations identitaires auxquelles les enseignants d'histoire, géographie, éducation civique, mais les enseignants du primaire aussi dans leur polyvalence, vont être confrontés dans les années qui viennent. Et il me semble de ce point de vue-là que le concept avancé par Reuter de conscience disciplinaire, c'est-à-dire la façon dont les enseignants construisent l'identité de leur discipline par leur réflexion, mais aussi par leur pratique quotidienne, est un apport tout à fait intéressant. Et il me semble aussi que nous avons à réfléchir sur lesquels de nos apports, lesquels de nos outils de pensée, lesquels de nos concepts peuvent constituer actuellement des outils pour questionner et analyser la pratique, pour que les enseignants s'en emparent, pour questionner et analyser leur pratique, mais lesquels sont encore pertinents, alors même que certains ont été élaborés il y a 25 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, dans des contextes qui sont des contextes différents. Et puis évidemment, cela suppose des recherches sur la formation. Vous entendez bien que là, j'étais dans les recherches pour la formation, l'apport des recherches pour la formation. Ici, je suis sur les recherches sur la formation, et sur la formation aux didactiques, en tant cette fois que didactique pratique, que didactique professionnelle. Et il me semble que là, nous avons tout intérêt à travailler ensemble avec d'autres chercheurs en sciences de l'éducation qui se posent les mêmes questions. Ceux qui travaillent en didactique professionnelle, ceux qui travaillent en sociologie de l'éducation, ceux qui travaillent en psychologie de l'éducation, qui travaillent par exemple sur les identités professionnelles. Nous avons intérêt à travailler avec eux pour, par exemple, poser ce qui relève d'une façon générale du métier d'enseignant, ce qui relève d'un enseignement disciplinaire, pour différencier ce qui est l'approche en polyvalence de ce qui est l'approche d'un enseignant spécialisé parce qu'il a fait 4 ans, 5 ans d'études en histoire ou en géographie. En éducation civique, on ne fait pas des études en éducation civique. Pour différencier ce que les sociologues appellent le genre professionnel, qui est commun à tous les enseignants ici d'histoire, de géographie, etc.,
et le style professionnel qui va être propre à chacun dans sa façon de négocier un contrat et une coutume didactique avec ses élèves. Donc il y a à la fois, me semble-t-il, à réfléchir sur ce qui est notre apport, notre réflexion. Mais nous ne pouvons pas le faire sans être en dialogue avec ce que proposent les autres didactiques. J'en arrive à la dernière partie de la conférence, ce que j'ai appelé donc l'extension du domaine des didactiques, de nos didactiques en l'occurrence. Alors avec une question derrière, c'est-à-dire les modèles et les concepts qui ont permis le développement de nos didactiques, sont-ils ou seront-ils encore pertinents dans un monde qui change? Et à quelles conditions? Depuis une petite dizaine d'années, ce que nous constatons, c'est une reconfiguration des curriculums. On en a parlé hier avec l'introduction des compétences. Les contenus changent, bon, nous sommes d'accord. De nouveaux objets sont introduits, par exemple le savoir utiliser les nouvelles technologies, pour les élèves, hein, j'entends. Par exemple, être capable de travailler de façon collaborative, toujours pour les élèves. Et bien entendu, ça suppose aussi de nouvelles pratiques, par exemple les jeux didactiques, les débats argumentatifs, les situations problèmes, et un enseignement par situation qui va de pair avec le travail par compétences et la construction de compétences. Et de tout cet ensemble, je retiens 3 changements majeurs qui me semblent de nature à nous questionner. D'une part, tous les systèmes éducatifs mettent en place actuellement un pilotage par les résultats, ce qui correspond un peu à une fièvre d'évaluation de ce que font les établissements et les enseignants. L'introduction des compétences, c'est un pilotage par les résultats. Et on sait l'influence de PISA sur les disciplines qui sont évaluées et du coup sur celles qui sont embarquées dans le même système. Or, cette évaluation, elle suppose effectivement que, bien sûr, on s'intéresse aux apprentissages, mais on s'intéresse aux apprentissages comme résultat, d'abord, avec les biais qu'on connaît très bien à partir de là. Deuxième remarque, les systèmes éducatifs mettent maintenant l'accent sur les apprentissages transversaux, en rapport avec les situations de la vie sociale hors de l'école. Là encore, on retrouve les compétences, et des compétences qui ne sont pas forcément ancrées dans l'épistémologie des disciplines. Ceci fait glisser les disciplines d'un ancrage revendiqué dans les savoirs universitaires vers une définition par les capacités, les habiletés et les compétences socio-économiques d'abord, socio-culturelles ensuite. Et ce qui veut dire que la définition de ce que nous devons construire à l'école est toujours politique, mais elle est désormais néolibérale. Et que cette impulsion néolibérale n'est pas nécessairement facile à rendre compatible avec le projet humaniste et le projet démocrate qui ont été celui de l'école depuis la fin du XIXe siècle. Nos disciplines scolaires sont des construits sociaux. Je l'ai déjà dit il y a 10 ans, j'ai failli me faire lyncher à cette occasion, j'espère que vous m'éviterez le lynchage. Nos disciplines scolaires sont des construits sociaux, elles peuvent évoluer structurellement, elles sont en train de le faire. Elles peuvent disparaître si elles s'avèrent peu pertinentes pour le projet politique de l'éducation. Alors, vous entendez bien que je ne plaide pas pour la disparition de l'histoire de la géographie de l'éducation civique, mais nos disciplines peuvent disparaître si elles ne sont pas rentables. Il faut bien voir qu'actuellement, l'évaluation dont je parlais, c'est une évaluation qui permet de jauger la rentabilité de la culture scolaire. Et de ce point de vue-là, je suis très frappée par le fait que beaucoup de discours des politiques, au moins en France, mais pas seulement en France, mettent tout à fait en cause la culture scolaire des 19e et 20e siècles, considérée comme, et je cite quasiment, gratuite, élitiste, inadaptée aux sociétés de demain.
Et ça, c'est un énorme défi pour nous. Je ne veux pas dire qu'il faut que nous fassions du néolibéralisme, mais je veux dire que la demande sociale change et que, quelque part, le domaine de nos didactiques ne peut qu'en être affecté. Nous ne pouvons pas réfléchir aux recherches en didactique en faisant fi des enjeux politiques. Et si je prends le vocabulaire actuel, je dirais comment capitaliser, comment tirer profit de comment faire ressource de nos travaux antérieurs, de leurs résultats, comment aussi défendre nos valeurs dans ce système qui change. Autre extension du domaine de la didactique, les relations entre les savoirs scolaires et tout ce qui se construit en dehors de l'école. Alors l'apprentissage de l'histoire dans les musées, les Canadiens, par exemple, utilisent le concept de didactique muséale, si j'ai bonne mémoire, qui n'a pas encore pénétré en France en histoire, mais qui a pénétré en didactique des sciences, par contre. Les questions actuellement se portent sur ce qu'on appelle parfois les apprentissages informels. Tout ce que les adolescents ou les enfants apprennent hors de l'école, dans les jeux vidéo. Or, dans les jeux vidéo, ils apprennent un rapport à l'espace, ils apprennent un rapport au pouvoir, ils apprennent des modalités de travail collaboratif ou coopératif, ils apprennent des formes d'expérience virtuelle, pour reprendre le titre d'une thèse récente, en rapport avec des espaces, des territoires, des passés qui sont mis en scène dans ces jeux. Ceci rejoint aussi, par exemple, les questions sur ce que les élèves apprennent à travers les médias, à travers la fréquentation de la toile, sans qu'il y ait un appareil didactique pour leur permettre ces apprentissages. Et il devient de plus en plus difficile de cerner ce qui tiendrait aux apprentissages scolaires dans nos disciplines sociales et ce qui tiendrait effectivement à ces apprentissages informels. En même temps, il est extrêmement difficile de conduire des enquêtes sur ces questions-là, d'une part pour des questions méthodologiques, mais aussi pour des questions éthiques. Jusqu'où avons-nous le droit d'aller dans la vie privée des élèves quand nous construisons des enquêtes ? Nous ne sommes pas des ethnologues en général, nous n'avons pas ces habitudes de travail de terrain qu'eux ont construites. Autre domaine que vous connaissez tous, les technologies de l'information et de la communication, omniprésentes dans la formation, omniprésentes ou presque dans l'école quand les moyens financiers en sont donnés, avec souvent un primat des aspects techniques, une espèce d'habillage moderne de pratiques tout à fait classiques. Mais je reprendrai volontiers le glissement des TIC au TAC, avec cette idée effectivement que ce qui nous intéresse, c'est ce que ça permet comme apprentissage. Et je passe en particulier ici, par exemple, aux travaux que conduit Sylvain Genevoix. Alors, si je parle des TAC et des SIG, ça va commencer à faire un peu sigle, mais comment les élèves peuvent-ils apprendre la géographie en utilisant des systèmes d'information géographique et en construisant de façon autonome un raisonnement spatial et éventuellement multiscalaire. Et l'utilisation didactique de ces technologies de l'information, comment la situer par rapport à ce qu'en font les adolescents au quotidien, qui est évidemment extrêmement différent, même si j'évoquais les jeux tout à l'heure. En pensant aussi que cette habitude des technologies de l'information les conduit à préférer l'instantanéité, requête-réponse. Et ça, c'est très différent du temps de l'apprentissage. Donc nous avons là de nouvelles questions, à mon avis, qui sont à prendre en charge. S'ajoute à cela le fait que se développent des enseignements interdisciplinaires ou transdisciplinaires, comme les éducations A, éducation au développement durable, éducation aux médias, éducation à la pensée critique, éducation à la paix. Et même si ces éducations-là ne sont pas nouvelles, en fait, il y en a depuis le début du XXe siècle, elles me semblent questionner autrement les didactiques de l'histoire, de la géographie, et devoir effectivement être intégrées dans nos réflexions parce qu'elles prennent en charge non pas tant des savoirs que des savoir-être, des comportements et des valeurs. Et elles nous obligent par conséquent à reposer autrement la question justement des savoir-être et des savoir-faire que nos disciplines sont capables d'aider les élèves à construire ou de transmettre.
Ces domaines-là sont aussi ceux de la sociologie du curriculum, sont aussi ceux d'autres didactiques, et donc là aussi, nous avons besoin d'ouvrir les portes, d'ouvrir les fenêtres et d'aller voir ailleurs. Du coup, je terminerai par 2 remarques. Parfait. D'une part, il se développe actuellement, au moins en France, mais je pense que c'est plus en France et en Suisse, une didactique comparée et une didactique comparative. Alors en Suisse, la didactique comparée a commencé tout simplement parce qu'il fallait comparer ce qui se faisait entre les différents cantons. Donc les Suisses pouvaient faire une didactique comparée sans sortir de la Confédération helvétique, ce qui était quand même assez facile pour eux. Mais on est sorti d'une comparaison entre contextes pour aller vers une comparaison entre domaines de didactique. Qu'est-ce que la didactique des mathématiques a à voir avec la didactique des sciences sociales? Qu'est-ce que la didactique des sciences sociales a à voir avec la didactique des sciences expérimentales, etc. etc. Et ce développement de la didactique comparée et comparative entre différentes disciplines amène à poser de nouveau la question de l'épistémologie des didactiques. Est-ce qu'on a une épistémologie de la didactique de l'histoire, différente de l'épistémologie de la didactique de la géographie, différente de l'épistémologie de la didactique de l'éducation civique? Est-ce que tout ça, c'est la même chose, une didactique des sciences sociales? Ou bien est-ce qu'il y a une épistémologie des didactiques dans leur ensemble, avec ensuite des déclinaisons plus ou moins spécifiques? Il me semble que la maturité des recherches en didactique amène maintenant à se poser ce genre de questions, en sachant que les méthodologies sont les mêmes. Même si nous utilisons plutôt ceci ou plutôt cela, dans toutes les didactiques, les méthodologies sont absolument les mêmes. Or, les méthodologies, vous le savez tous, c'est ce qui permet la construction du savoir, c'est donc un des fondements de l'épistémologie. Donc, qu'est-ce qui va faire la spécificité de nos didactiques? Et évidemment, vous entendez bien que là encore, si je disais tout à l'heure, les disciplines sont des constructions sociales, les didactiques sont des constructions sociales. Et donc, nous avons à réfléchir sur comment poursuivre ou au contraire modifier, poursuivre sur notre lancée, ou au contraire faire évoluer la construction sociale des didactiques. Qu'est-ce qui est spécifique? Qu'est-ce qui est générique, comme nous disons, de toutes les autres didactiques? Donc il y a ici évidemment une question de recherche, mais il y a aussi une question qui touche à la place universitaire de nos didactiques. Où est-ce qu'on les situe? En relation avec ce qu'on appelle quelquefois en France les disciplines mères, l'histoire, la géographie. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait de la didactique de l'éducation civique? Où est-ce qu'on les situe dans les sciences de l'éducation? Et dans ce cas-là, quel apparentement et quelle distinction par rapport aux autres sciences? Comment nous situons-nous dans le paysage universitaire? Et vous entendez bien que derrière, il y a des enjeux de poste, il y a des enjeux de financement de recherche, il y a des enjeux de place dans la formation extrêmement concrets pour le devenir, pas seulement de l'ordre de la réflexion abstraite. Alors, je m'arrêterai et je reprendrai là encore une formule chère à François pour ne pas conclure. Parce que conclure, c'est fermer. Donc évidemment, si je suis vers l'avenir et que je ferme, là, ça ne marche plus, quoi. Donc pour ne pas conclure, eh bien, je reprendrai une formule qui me permet, me semble-t-il, de laisser ouvertes les choses. D'une part, prendre acte, tirer les conséquences des différences, voire des discordances entre nos valeurs et celles des systèmes éducatifs. Mais d'autre part aussi, repenser à tout ce que nous avons apporté, les uns et les autres. Alors je n'ai cité personne, mais je me suis nourrie de vos travaux et des travaux de tous mes collègues. Repenser à tout ce que nous avons construit pour en faire un espace d'expérience, pour reprendre la formule de Koselleck, éventuellement pour le briser, le casser, le reconfigurer, le remettre en système, pour arriver à construire un champ théorique qui nous permette de poser les problèmes de l'avenir. Non pas seulement pour avoir une didactique normale, au sens de Kuhn, mais pour pouvoir poser de nouveaux problèmes. Et éventuellement trouver les moyens de poser des problèmes que nous ne savons pas encore résoudre. Parce que l'enjeu, il est bien là, quelque part. Et du coup, poser des problèmes que nous ne savons pas encore résoudre, ça suppose que nous définissions individuellement comme chercheurs, collectivement comme chercheurs, avec un S cette fois,
eh bien, nos horizons d'attente. Qu'est-ce que nous voulons pour la didactique, pour nos recherches sur l'enseignement-apprentissage, pour, allez, les 10 ou 25 ans qui viennent? Buenos días a todos, soy Felicia Vázquez de México, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo hice un trabajo para el siguiente ámbito, que es el de la formación de profesores. Sin embargo, quisiera referirme a un aspecto que tocó la doctora Nicole, que se me hizo muy interesante, referente con esta problemática del préstamo de los conceptos teóricos de las didácticas de otras disciplinas. En particular, a mí me han sido como muy útiles estos conceptos de transposición didáctica, conflicto cognitivo, bueno, que es también de la psicología. Yo encontré problemas con la noción de cambio conceptual cuando traté de aplicarlo al pensamiento docente y con respecto a la historia particularmente. Entonces, mi pregunta concreta sería si en los trabajos que se publicaron hay esta problematización de cuáles son los referentes teóricos didácticos que se están empleando y si hay algunas alternativas o algunos constructos propios de la teoría didáctica que pudieran estarse desarrollando dentro de estos ámbitos de las ciencias sociales. En concreto, esa sería mi pregunta. Alors, Katinka Adriana Stan, Université de Montréal. J'ai une question pour Madame Toutio-Guillaume, premièrement, puis ensuite une question qui s'adresse aux deux conférencières. Ma première question vient du fait que nous avons vu que la didactique est une sorte de bricolage, a dû chercher dans plusieurs autres disciplines des concepts, etc., pour tenir en compte plusieurs aspects qui concernent les élèves. Aussi, on a vu qu'elle est une construction et qu'elle va changer demain, comme elle est différente de ce qu'elle était hier. Alors, je me demande, elle s'est légitimée comme ayant une utilité sociale, mais je me demande jusqu'à où aller pour répondre à cette demande sociale. Parce que j'ai en tête deux exemples. Un, c'est sur la Roumanie qui est rentrée dans l'Union européenne et les manuels scolaires se sont forcés, faits par des didacticiens, se sont forcés à donner à construire un passé européen. De la même façon, au Québec, puisqu'il y a une volonté de souveraineté, etc., on tient les élèves seulement dans une variante d'un récit victimaire du passé. Alors, je me demande donc jusqu'à où aller pour répondre au présent et aux demandes sociales du présent. La deuxième question s'adresse aux deux conférencières. Et je me demande si peut-on faire une réforme de curriculum sans faire une réforme des pratiques enseignantes en même temps. Et aussi, une petite question, sommes-nous conscientes qu'en revisitant les contenus, on modifie aussi les stratégies, les approches, etc. Merci beaucoup. Para Nicole, lo que se ha preguntado ha sido que la didáctica, como ya bien ha dicho, ha tenido muchos préstamos de otras disciplinas a nivel conceptual, como sería la transposición didáctica, el conflicto cognitivo o el cambio conceptual, algo que nos ha ido a todos muy bien. Entonces la profesora comentaba que a ella le había ido muy bien, pero en cambio ella lo que planteaba era, ay, perdona, si lo has hecho en castellano, eso tengo que decir allá en francés. Tengo que traducirlo, perdonad. Es que yo estoy con el francés traduciéndolo y el castellano y ahora está diciendo, si esto lo ha dicho mejor ella que yo, ¿verdad? Ella lo ha dicho mejor que yo, perdona, traduzco lo que ha dicho Adriana. Lo que ella plantea es que la didáctica es un bricolaje de diferentes disciplinas en la que se ha tomado prestados, evidentemente, diferentes conceptos y recursos. Por lo tanto, lo que la didáctica está buscando es esta legitimidad de su utilidad social y su pregunta va ¿hasta dónde es capaz de llegar la didáctica para conseguir y legitimarse a sí misma y a partir de esa utilidad social? Entonces planteaba el ejemplo de la Unión Europea y cómo se ha impuesto que hay que trabajar el pasado europeo para justificar la legitimidad de la Unión Europea, entonces hay que enseñar a la Unión Europea, por todos los docentes europeos, hasta dónde podríamos llegar en este caso. Y la otra pregunta es si las reformas curriculares cambian las prácticas escolares. Por lo tanto, los contenidos cambian las estrategias. Esas serían las preguntas que le ha planteado a Nicole, que ella sí que ha entendido perfectamente. Y ahora le respondo. En fait, je voudrais d'abord réagir à ce qu'a dit Johan Pagès, parce que j'ai besoin de ça pour certaines remarques que je vais faire après.
Et j'emprunte, une fois de plus, à un collègue qui est didacticien de la technologie, qui s'appelle Jean-Louis Martinan, et qui a lui aussi fait des apports conceptuels assez intéressants. Et il a fait une distinction, il y a de ça une vingtaine d'années, qui me semble toujours extrêmement utile, entre la didactique de recherche, la didactique pratique ou professionnelle, si vous voulez, celle que mettent en œuvre les enseignants dans leur classe, et la didactique normative, c'est-à-dire celle qui est prescrite par l'institution, par les programmes, par ce qu'on appelle chez nous les inspecteurs, par tous ceux qui sont dans la construction des programmes et de leurs accompagnements. Et ces trois didactiques ne sont pas les mêmes. Et elles ne sont pas les mêmes, et il peut même y avoir des conflits d'autorité et de légitimité entre, par exemple, la didactique des chercheurs, la didactique de recherche et la didactique normative. En France, c'est très clair, l'institution ne s'occupe pas de ce que font les chercheurs, voire même les tient en suspicion. Et ça fait un certain temps que j'ai dû aller dans des colloques de l'institution. J'ai remarqué qu'aucun didacticien n'est invité à contribuer à ces colloques en tant que chercheur. Aucun. Et que dans les dernières préconisations du ministère, il y a une référence à la note de synthèse sur la didactique de l'histoire faite par Lautier et Allieu-Marie, d'ailleurs avec une erreur, puisqu'on me l'attribue, ce qui c'est vraiment pas le cas. Et sinon, pour des préconisations sur lire, écrire, raconter, dater, localiser, faire des cartes, sur tout ce qui fait les activités de la classe, il n'y a aucune référence aux travaux des didacticiens de l'histoire ou de la géographie. Donc je trouve que la distinction entre les trois, elle est quand même assez importante, y compris parce que les enseignants sont pris entre, d'un côté, cette didactique normative à laquelle ils doivent se conformer parce qu'ils sont jaugés aussi et jugés là-dessus, et puis la didactique de recherche qui propose des choses qui peuvent être effectivement tout à fait à distance de cette didactique normative. En ce qui concerne la construction les emprunts de concepts et ce que nous en faisons, je dirais que c'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable. Il y a des cas où effectivement nous devons problématiser autrement. C'est-à-dire que nous devons en fait décontextualiser et déconstruire les concepts, puis les recontextualiser pour veiller à les utiliser pour d'autres problèmes. En même temps, nous savons bien qu'une partie de ces concepts sont passés au prix de distorsions extrêmement profondes dans la culture professionnelle. C'est le cas de transposition didactique, par exemple, c'est le cas de représentation sociale, c'est le cas de pratique sociale de référence. Mais je crois que la seule chose pertinente pour moi quand nous empruntons un concept ou un modèle, c'est de se dire qu'est-ce que ça me permet de poser comme problème que je ne peux pas poser autrement, ou bien encore qu'est-ce que ça me permet de résoudre comme problème que je ne peux pas résoudre autrement. J'ai de ce point de vue-là un point de vue très pragmatique sur l'utilisation que je peux faire de concepts que j'emprunte ici et là, et au moins pour beaucoup de gens que je connais, cette position pragmatique est tout à fait partagée. Alors, si j'enchaîne à partir de là sur la question, sur la légitimité ou la légitimation des didactiques, je reviendrai sur les autres après, hein, c'est pas que je ne veux pas y répondre. Et je dirais que la question que tu poses, évidemment, c'est le risque d'instrumentalisation, évidemment, c'est le risque d'une recherche d'une légitimité politique ou d'une légitimation politique qui nous permettra de continuer à travailler. Bon, ce n'est pas un problème propre à la didactique, c'est un problème de toutes les sciences.
J'ai le souvenir, moi qui suis une vieille dame, des débats sur la géographie, entre la géographie appliquée, la géographie impliquée, la géographie active. Est-ce que le géographe doit, au risque d'être instrumentalisé, s'engager dans des projets politiques d'aménagement du territoire, ou est-ce qu'il doit rester le chercheur qui met à disposition des résultats que les politiques utilisent comment, il ne veut pas le savoir, ou est-ce qu'il s'empare des problèmes du politique, mais pour apporter des réponses qui sont uniquement des réponses théoriques? On a les mêmes problèmes. Et je crois que là, c'est un peu selon chacun nos valeurs, nos concepts, je dirais aussi nos nécessités pour trouver des financements et des chercheurs, hein, qui va effectivement nous amener à faire des choix. Je reviendrai sur les curriculums sans réformer les pratiques. Je reviens sur la question de la construction des concepts politiques ou de la non-construction des concepts politiques. Je crois qu'il y a deux choses à voir. Il y a à voir le fait que nous n'avons pas forcément dans tous les programmes le projet de construire des concepts politiques. Ce n'est pas parce qu'on utilise les mots qu'on construit les concepts. Autrement dit, si l'on est dans un enseignement traditionnel de l'histoire ou de la géographie, un enseignement où effectivement l'essentiel ce sont les faits et l'enchaînement des faits, on n'est pas dans un projet de construire et de faire en sorte que les élèves s'approprient des concepts. Alors, ça va faire finalement ce qu'ont observé en France Delplace et Niclot, c'est-à-dire les élèves construisent des concepts, voilà, toujours dans la vie quotidienne, à partir de situations où ils rencontrent ces mots, ces concepts, ces désignations, ces questions. Et puis, ils entrent progressivement des éléments qui sont des éléments venus des différentes disciplines scolaires, qui s'agglomèrent plus ou moins, qui se coordonnent plus ou moins, mais qui font qu'ils sont capables éventuellement d'utiliser le mot, mais pas forcément d'en donner une définition. Par ailleurs, je dirais aussi qu'il y a beaucoup de façons de réfléchir sur la conceptualisation et que pour certains chercheurs, et je ne parle pas de la didacticienne d'histoire-géographie, donner la définition, c'est le summum de l'abstraction. Et par conséquent, c'est le summum de la difficulté. Et qu'on obtient souvent des réponses assez différentes selon qu'on demande une définition, ou bien selon qu'on demande des exemples, ou bien selon qu'on demande que pensez-vous de... Donc il peut y avoir des effets de questionnement aussi qui jouent. En ce qui concerne au moins la première partie des questions de Pilar Benedjam sur se sentir partie d'une communauté et construire son identité. Alors je répondrai peut-être à côté, mais je répondrai que pour moi, ce que je vois actuellement, c'est que... Enfin, ce que je vois depuis une bonne dizaine d'années, en fait. Il y a deux façons de concevoir l'identité. Où on est toujours dans la conception traditionnelle, l'identité, c'est s'inscrire dans une généalogie et s'inscrire dans des coquilles de territoires emboîtés. Ça, c'est depuis le 19e siècle. Bon. Et cette façon de concevoir l'identité fait que c'est former l'identité, c'est avant tout inscrire dans un héritage, y compris territorialisé, et inscrire dans un grand récit dans lequel chacun va trouver finalement sa place. Et puis il y a une autre façon de concevoir l'identité que je crois voir sous-jacente à ce que tu disais. L'identité, c'est d'abord se situer dans un réseau, c'est d'abord se situer dans un projet, c'est d'abord se situer dans une communauté. Et ces identités en réseau ne se construisent pas de la même façon que les identités territorialisées. Et ce qui me frappe actuellement, c'est qu'on a le double aspect. Et que bien entendu, tous ceux qui, et nos élèves en font partie, sont très largement sur des réseaux sociaux, sont très largement sur le web. Ils construisent des identités qui sont coupées de toute généalogie, qui sont des identités collectives et qui sont des identités qui sont coupées du territoire. Donc là, il y a sans doute des éléments à prendre en compte qui viennent d'un vécu identitaire qui ne porte pas sur des problèmes d'aménagement, qui ne porte pas sur des problèmes sociaux, politiques, etc. Mais c'est un vécu identitaire qui n'est plus du tout le même que celui de la génération précédente. Et vous comprenez bien que moi, je ne suis même pas dans la génération précédente, je suis dans la génération des grands-parents de nos élèves, a priori.
Enfin, toujours par rapport à ces questions-là, je dirais aussi, et ça rejoint partiellement les questions sur la formation des concepts, former à éduquer, former à prendre position, c'est évidemment très différent de transmettre des connaissances scientifiques stabilisées. Et je rappellerai, enfin je ne sais pas si vous êtes familier de cette recherche, une recherche qui a été conduite autour d'Audigier en Suisse, sur le fonctionnement en termes de détour-retour. On part d'un problème du présent et les élèves débattent en termes d'opinion. Et puis ensuite, on va faire un détour pour aller étudier, à partir de connaissances scientifiques stabilisées, un problème analogue dans le passé ou ailleurs, de façon à ce que les élèves outillent leur réflexion à partir effectivement de connaissances. Et ensuite, on revient au problème du présent, ou du futur d'ailleurs, et à ce moment-là, on demande aux élèves de bâtir des argumentations en tenant compte non pas seulement de leurs opinions de départ, mais aussi de ce qu'ils ont appris à travers ce détour scientifique par des connaissances. Et d'après les résultats de leurs recherches, cela semble pouvoir fonctionner pour certains élèves. Mais certains n'arrivent pas du tout à relier opinion et arguments qui seraient des arguments de type scientifique. Enfin, quand on change de curriculum, peut-on changer de curriculum sans changer les pratiques? Ben non, ça c'est évident. Alors, deux réponses pas du tout optimistes, hein. Mais depuis le 19e siècle, la formation continuée, ce sont les manuels qui l'assurent. Parce qu'aucun système n'a les moyens de former, à ma connaissance, sauf peut-être les Suisses, et encore, je ne suis pas sûre que même maintenant, ils ont des problèmes financiers. Aucun système n'a les moyens de former tous ses enseignants à chaque changement de curriculum, à de nouvelles pratiques. Et ce sont les manuels qui jouent ce rôle, d'où l'importance des investigations sur les manuels et du fait d'avoir des manuels qui permettent d'entrer dans d'autres pratiques, ce qui est loin d'être évident avec des livres. Et d'autre part, je crains, enfin en France je suis sûre, mais je crains que dans d'autres pays aussi, les décideurs pensent qu'enseigner ne s'apprend pas. C'est un don, c'est une qualité, et donc quel que soit le programme, on a toujours le don, on a toujours la qualité, on a toujours la finesse d'esprit qui consiste, on est bon pédagogue, etc. Et donc on saura s'adapter. Et évidemment, nous tous qui sommes persuadés qu'enseigner l'histoire, la géographie, l'éducation civique, les sciences sociales, les disciplines de l'univers social, etc., c'est un métier qui s'apprend, nous sommes complètement en rupture avec cette position qui est, de mon point de vue, la position institutionnelle. Voy a intentar hacer un resumen. Un resumen porque supongo que muchos ya lo habéis entendido, entonces si me equivoco me perdonáis, entonces me rectificáis entre los compañeros y así hacemos aprendizaje cooperativo. Ella lo que plantea es que ya desde hace 20 años en Francia se plantea que hay tres tipos de didáctica: la didáctica de la investigación, la didáctica de la práctica, que es aquella que está en el aula, y la didáctica normativa, que es aquella que analiza, que se hace desde las instituciones y que normalmente suelen liderar los inspectores, que es aquella didáctica prescriptiva y de programas. Son didácticas muy diferentes que ellos ya tienen muy claro y que entre ellas evidentemente se generan unos conflictos porque hay mucha distancia. Entonces ha puesto un ejemplo de que el Ministerio organizó un congreso en el que no fue invitado ningún didacta, no se hizo ninguna citación a cómo se tiene que enseñar a escribir, a hacer mapas, o sea, el tema de las actividades, de todo eso no se habló, simplemente se hizo una pequeña mención a un trabajo que Lotier y Elio María habían hecho, pero fue, bueno, meramente anecdótico. Por lo tanto, los profesores deben de posicionarse y deben de acabar eligiendo en qué didáctica quieren situarse y cuáles son las propuestas que deben aceptar. En lo referente a los préstamos de los conceptos, dice que esto evidentemente es muy variable y que depende de cada didáctica y que cada área y los diferentes préstamos, pero que no obstante ella lo que recomienda es que todos los conceptos deben de ser problematizados, que hay que deconstruirlos y que hay que reconstruirlos, porque evidentemente esta toma de los conceptos provoca una distorsión y que por lo tanto lo que deberíamos hacer y que lo que es pertinente y que ella dice que ella es muy pragmática en esto es que cogemos aquellos conceptos que nos ayudan a resolver algunos de los problemas que tenemos, si no lo podemos decir de otra manera, pero si no, tomémoslos, pero siempre desde esta perspectiva de problematizarlos.
En lo referente a la instrumentalización de la didáctica, dice que evidentemente hay un riesgo de la instrumentalización de la didáctica a nivel político, pero que no solo es de la didáctica ni de las didácticas de ciencias sociales, sino que es un problema que le pasa a todas las ciencias y que y ha puesto un ejemplo que lo que le podría pasar a la geografía, que que la instrumentaliza en los diferentes proyectos políticos, o que también se instrumentaliza la geografía cuando aporta las diferentes respuestas o aporta propuestas, porque se eligen unas o no otras. En lo referente a los temas de política y la conceptualización y si los alumnos saben sobre conceptos políticos, dice que no existe un proyecto, no tenemos un proyecto para construir estos conceptos políticos, no hay una tradición porque siempre la tradición es que se estudia o se enseñaba, perdona, se enseñaba en el caso de la historia, a partir de hechos y no a partir de conceptos. Entonces nos hemos encontrado que los alumnos, ellos sí construyen los conceptos. O sea, nosotros les enseñamos hechos, pero ellos construyen conceptos. Lo que pasa es que los van construyendo y ellos van introduciendo diferentes elementos que ellos van encontrando en diferentes lugares y de diferentes referentes. Lo que hace que ellos sí que sean capaces de utilizar la palabra, pero no en cambio la definición. Es decir, porque no hay una reflexión sobre lo que es la conceptualización de las propias palabras. También lo que ella dice es que pedirles la definición de un concepto a una persona es lo más complicado, porque es la síntesis y es la esencia. Por lo tanto, ella sugiere que en vez de preguntar ¿qué entiendes por es qué piensas, tú qué crees, cómo lo dirías? También respecto a los temas de identidad y enlazándolo con la reflexión de Pilar, dice que la concepción de la identidad, hay dos maneras de concebir la identidad, una más tradicional, fruto del siglo XIX, que es muy territorializada, es como si fuera una herencia que nos viene dada, y en cambio en la actualidad la construcción de la identidad es más como una red, es a partir de un proyecto, forma parte de un proyecto, de una comunidad, y que por lo tanto esta identidad se construye de manera diferente. Evidentemente estas dos tradiciones conviven y los alumnos la utilizan de las dos maneras, se utilizan las dos vías para construir sus diferentes identidades. Por lo tanto, sus identidades o su identidad es fruto de la herencia, del territorio, pero también, por ejemplo, de Internet, ¿no? De la web, que ellos constantemente se van moviendo. Lo que respecta a esta construcción y deconstrucción de los conceptos y también de las identidades, ha hecho referencia a una investigación que Odigier lideró y que publicaron en el año 2012, realmente muy interesante, que llevaron a cabo en Ginebra. Yo doy algunos datos porque estoy muy metida en la investigación, y era sobre el desarrollo, sobre la educación sostenible a partir de un estudio de caso que hicieron con alumnos de primaria, y han propuesto dos tipos de conceptos que deberíamos de tener en cuenta, que es yo no os lo sabría traducir, es el retour y el détour, es decir, la vuelta o sea, el ir y el volver, que no es bien la traducción exacta, pero se explicó el retour. O sea, a los alumnos se les pide primero que opinen, que den su opinión. Luego se hace el retour, que sería que los alumnos también sigan opinando, pero con conocimiento científico, es decir, que se les obliga a que los alumnos reflexionen a partir, que sería lo que nosotros hemos hablado siempre de la justificación. Y luego está el détour, es que otra vez se les plantea el problema, ellos tienen que volver a opinar, pero ahora sí argumentadamente. Lo que él dice que evidentemente eso es muy complicado y no todos los alumnos son capaces de llegar a esta última fase, pero que no obstante ha dado unos resultados muy interesantes. Esta investigación está publicada, os la recomiendo encarecidamente para entender estos dos conceptos. Y finalmente, y luego ha acabado diciendo para Adriana, dice que el currículum no modifica las prácticas, pero en cambio los libros sí que las pueden modificar. ¿Por qué? Porque es muy difícil formar a todos los profesores simultáneamente, en cambio los libros llegan a todos ellos, entonces sí que pueden tener una incidencia, como Pilar decía. También, y esta concepción viene porque desde las instituciones, al menos desde el contexto que ella conoce, dice que hay algunas, en las instituciones se considera que enseñar, o sea, no se enseña, o sea, no se aprende a enseñar, sino que esto de enseñar es un don que las personas tenemos porque tenemos un espíritu pedagógico que nos hace ya saber enseñar y que, por lo tanto, a unas instituciones no se plantean que la formación es importante. Hola, soy Gloria Luna de la Universidad Autónoma de Madrid, la única representante aquí de toda la Universidad Autónoma. Sí, seré brevísima. He visto que Madame Tuthieu planteaba como que hubiera algún motivo de preocupación verdaderamente especial en Francia con respecto a la didáctica. Madame Tuthieu, vous avez dit qu'il y avait des motifs de préoccupation en France sur la didactique de l'histoire, de la géographie, et je vous demande de peut-être résumer qu'est-ce qu'il y a de ce côté.
Y quizás Eda a lo mejor quizás no tiene tanta perspectiva como Madame Tuttiot, pero ¿tú ves algún motivo de preocupación especial o muchos con respecto al desarrollo de la didáctica? Esto es un poquito más que me respondan ellas que hablar yo. Buenas tardes, gracias a la profesora Nicole Tató y a Eda Sanz por el trabajo y la aportación. Vamos a ver, yo ayer salí con una sensación un tanto agridulce al ver a los eminentes profesores y profesoras de esta asociación. Y sí que es verdad que me sentí mal, lo digo sinceramente, porque yo estoy convencido de que la didáctica de las ciencias sociales, como decía el profesor Joan Payet, enseñar a enseñar ciencias sociales yo creo que tiene futuro. Y tiene futuro porque tenemos que mirar el presente y no irnos tanto al futuro. Yo en eso discrepo con la profesora Nicole Tattiot, porque el presente es el que nos está marcando por dónde tenemos que ir. Y aprovecho lo que dicen los compañeros Miquel y Alejandro, de que tenemos que darle ese protagonismo al alumnado. Yo soy profesor de secundaria, soy profesor asociado, soy un híbrido también en esta situación. Formo a maestros, a maestras, profesores de secundaria en los CEPs, los Centros de Profesorado de Andalucía, y creo que hay algo importante. Y aprovecho las preguntas que ha planteado la profesora. ¿Qué hacemos con la cuestión de las identidades plurales? Me suena que hay miedo a la diversidad todavía y creo que esto es algo que tenemos que romper. La diversidad es un tesoro y tenemos que aprovecharlo. Por otra parte, ¿qué hacemos con las mujeres? Pues estoy viendo que hay 3 mujeres en la mesa. Ayer había 2 mujeres y 2 hombres y quiero reivindicar desde mi tierra, desde Andalucía, algo importante, y es que la experiencia que estamos desarrollando desde el 2005 con la creación del primer plan de igualdad en educación, creo que está dando sus resultados. Y me parece que por ahí es donde está el camino. Cada centro educativo tiene un coordinador o una coordinadora de coeducación y cada consejo escolar tiene un representante bien interno o externo que está contribuyendo a que la coeducación se lleve a cabo y se visibilice no solo a las mujeres, sino también a las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, y creo que por ahí es donde tenemos que ir. Y sobre todo, aprovecho lo que decía la profesora Pilar Berellán y termino, ¿cómo se lee hoy el valor de la libertad, de la igualdad y de la participación? Pues muy sencillo, dándole protagonismo al profesorado, sobre todo a ese profesorado de la formación inicial. Mis compañeras María Dolores Jiménez, mi compañera Concha Moreno y yo y el resto de compañeros hemos estado llevando a cabo una experiencia interesantísima desde el aprendizaje-servicio en un barrio marginal de Almería y creo que cuando le preguntamos al profesorado, futuro profesorado, ese profesorado inicial nos da la respuesta de todos los esfuerzos que estamos poniendo y que sobre todo creo que tenemos que confiar y dar ese halo de esperanza y de ilusión a pesar de las dificultades y a pesar del tsunami que nos está cayendo encima. ¿De acuerdo? Nada más. Ahora Nicole intentará hacer una síntesis respondiendo a vuestras reflexiones y aportaciones. Me ha dicho que será muy breve y yo seré más breve, ¿sabes? Yo lo resumo rápidamente. Bon, je vais essayer d'être brève. Donc, si vous trouvez que mes réponses sont trop sommaires, il faudra utiliser les pauses, le déjeuner, etc. pour aller plus loin. Bon, résumer pourquoi il y a des préoccupations en France autour de la didactique en moins de 45 secondes, non. Si je dis les choses très très vite, je dirais d'une part la didactique de l'histoire de la géographie en France est très dispersée institutionnellement. D'autre part, c'est une toute petite communauté, 8 enseignants-chercheurs si je n'ai oublié personne. D'accord ? Et peut-être une trentaine de chercheurs engagés dans des travaux qui sont destinés à la publication. Donc c'est une communauté très étroite, même si elle se nourrit même si elle, de congrès, même si elle publie, etc. Et nous n'avons, à mon avis, pas complètement dépassé la question de où est notre place. Où est notre place par rapport aux enseignements, par rapport à l'université, etc. En ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication,
trois éléments de réflexion par rapport à ce que vous avez dit. La première, c'est que moi, je vois un usage qui est un usage massif et en fait très traditionnel. Les technologies de l'information et de la communication permettent d'avoir plus d'accès à la réalité. Et donc, en fait, elles jouent un rôle pour renforcer le réalisme de la discipline scolaire, dont on sait que c'est un frein à ce qui est l'entrée dans un enseignement fondé sur les raisonnements, les activités intellectuelles, le débat, etc. Donc, de ce point de vue-là, les TIC peuvent avoir un effet parfaitement contre-productif en termes d'innovation. On peut aussi les utiliser, évidemment, pour stimuler des raisonnements. J'avais cité l'exemple des travaux de Genevois. Je pourrais aussi évoquer, mais ce qui se fait davantage à l'université, leur utilisation pour la simulation, qui permet d'introduire l'avenir, ou les avenirs possibles. Et il me semble, disons, que si elles sont utilisées comme moyen de faire réfléchir les élèves à de quelle information j'ai besoin, comment dois-je écrire, et stimuler des raisonnements, là on est davantage sur le versant innovation. Et puis sinon, ce que j'ai vu comme usage qui me paraît tout à fait intéressant, c'est un usage de communication, en particulier de communication avec des gens distants, par exemple un travail croisé de lycéens français et de lycéens polonais sur la Shoah. Les lycéens français envoyant un diaporama qui est revenu critiqué par les lycéens polonais qui ont renvoyé un autre diaporama que les lycéens français ont critiqué. Et à partir de là, s'est engagé un débat sur, mais finalement, la place de la Shoah dans l'histoire de chacun des deux pays. Et là, effectivement, il y a un parti tout à fait intéressant à en tirer. En ce qui concerne, alors je passe autour de plein d'autres choses, je voudrais quand même dire quelque chose qui pour moi est extrêmement important et qui correspond à mes convictions de chercheur et de formatrice. En aucun cas, l'enseignant ne peut avoir dans la classe le même rôle que les élèves. Ça, pour moi, c'est impossible. L'enseignant, il est là pour être le garant des savoirs, il est là pour être le garant de la loi dans la classe, il est là pour être le garant des apprentissages. Et c'est lui qui définit le projet pédagogique, ce ne sont pas les élèves. L'enseignant, de ce point de vue-là, a un rôle quasi constitutionnel. Et les élèves n'ont pas de souveraineté dans la classe. Leur faire croire ça, c'est les mettre dans une illusion qui est contre-productive par rapport au sens de ce qu'est la démocratie. Laisser croire aux élèves que la classe fonctionne comme une démocratie, c'est le meilleur moyen de leur laisser croire que la démocratie, c'est uniquement le choix des gouvernants pour les gouverner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui les amène à penser que, bah oui, de toute façon, la démocratie, c'est le gouvernement qui choisit tout. Alors, un bon gouvernement, certes, mais un gouvernement qui choisit tout. Je pense qu'il serait plus intéressant de les faire travailler sur le rôle de la loi. La loi dans la démocratie, dans un attentat de droit, elle crée un espace de liberté et de protection des plus faibles. Et les élèves sont ces plus faibles. En termes d'apprentissage, en termes d'âge, en termes de rapport à la violence, etc. Donc là, oui, il y a un vrai travail à faire pour qu'ils comprennent que la démocratie, c'est la loi, que l'état de droit, c'est la loi, et une loi qui libère, qui crée une liberté et une loi qui protège. Là, oui, on peut faire une éducation à la démocratie dès la maternelle. Mais par contre, laisser croire que la classe est une petite démocratie me semble relever au mieux de la maladresse et au pire du contresens. Menudo final, para traducirlo. Tres ideas. En Francia, la didáctica de la geografía y la historia está muy dispersa institucionalmente y, si no ha contado mal, considera que hay 8 investigadores en toda Francia. Es decir, 8 investigadores significa profesores que pueden liderar proyectos y dirigir tesis, y también hay 30 investigadores que están trabajando, que están haciendo sus tesis y colaborando. 2, oui. Perdonad, 8 investigadores, y de estos 8 solo hay 2, uno de ellas es Nicole, que pueden dirigir tesis. Lo que sí que es cierto es que ellos se consideran una comunidad muy pequeña, pero que están trabajando duramente y que están intentando publicar y llevar a cabo sus trabajos. En lo referente a las TIC,
dice que el uso masivo y tradicional da esa ilusión de permitir acceder a la realidad, pero que a veces lo que produce es justamente una acción contraproducente, es decir, no favorece la innovación. Por lo tanto, ella propone que el uso de las TIC estaría bien, pero que a lo mejor hay otros métodos que pueden ayudar, como podría ser la simulación, que en el caso de la investigación de Ginebra lo que planteaban es cómo podría ser el futuro, entonces reflexionar sobre cómo pueden ser estos diferentes futuros, como se está hablando, o por ejemplo, otro caso es incluir los debates en el aula, y otro ejemplo que ha planteado son los estudiantes de secundaria que trabajaban sobre la Shoah y su papel en la historia de los diferentes países durante la Segunda Guerra Mundial. El otro tema que ella también ha planteado es el hecho de pensar que los profesores y alumnos pueden tener el mismo rol en el aula. Ella considera que no es así, porque el profesor es quien define el proyecto pedagógico y no son los alumnos, y que considerar que cuando se trabaja en el aula estamos trabajando, o sea, en igualdad de condiciones profesores y alumnos, esto es trabajar la democracia. Ella considera que es una ilusión y que no deberíamos hacerlo porque no estamos en igualdad de condiciones, no todos somos iguales. Por lo tanto, que trabajar la democracia para ella, algunos aspectos serían trabajar el rol de la ley y el derecho, crear espacios de libertad, porque los alumnos son algunos de esos elementos de la sociedad los más débiles. Por lo tanto, para ella la democracia es cómo construir un Estado de Derecho para crear libertad y protegerlos. Por lo tanto, la clase no es una pequeña democracia, sino que en la clase aprendemos a construir la democracia. Muchísimas gracias, Nicole, por tu brevedad y tu concisión y tu final. Gracias a todos vosotros por vuestra participación.